En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. C'est un moment, je crois que le mot n'est pas trop fort, d'humiliation pour Michel Barnier. Il restera dans l'histoire comme le Premier ministre le plus bref de l'histoire de la Ve République. Il faut se rendre compte de l'aspect historique de ce vote mercredi soir. Jamais depuis 1962, un gouvernement n'avait été sanctionné par l'Assemblée nationale. 2 jours plus tôt, Michel Barnier monte à la tribune. Mesdames et messieurs les députés. Après des heures de travail parlementaire et de négociations, le Premier ministre a pris sa décision. Sous le regard de Marine Le Pen, face à un hémicycle sans majorité, il se résout à passer en force pour voter le budget de la sécurité sociale. J'ai été au bout du dialogue avec l'ensemble des groupes politiques en restant toujours ouvert et à l'écoute. Les Français appellent et attendent de la stabilité. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il y croit encore, étonnamment confiant. C'est fou quand on pense à l'imminence de la chute de son gouvernement. Mais là, on a ce moment particulier où on assiste en direct à un Premier ministre qui appuie sur le bouton, finalement, le bouton de son siège éjectable. Évidemment, face à cet énième déni de démocratie, nous censurerons ce gouvernement. Nous voterons la censure du gouvernement. Jusqu'au bout, le Premier ministre va tout tenter pour éviter d'être renversé. Nous n'étions tenus vis-à-vis des Françaises et des Français que par une seule fidélité, ne rien céder à l'extrême droite. Il avait compris qu'il ne pourrait pas s'en sortir, que c'était fini. Les mauvais instincts l'ont quand même emporté. Retour sur les 10 jours qui ont précipité la chute du gouvernement de Michel Barnier. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes. Mardi 26 novembre, Michel Barnier arrive dans les locaux de TF1 pour participer au journal de 20h. À une semaine des votes budgétaires, le Premier ministre voit l'obstacle de la censure se rapprocher. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Boulot, et merci de votre invitation, parce que je suis très heureux de parler aux Français. Ça fait depuis plusieurs jours qu'on sait que le Premier ministre est en sursis. Et Marine Le Pen continue de faire monter la pression. Et je pense qu'à ce moment-là, il commence à prendre conscience que ses jours sont comptés. Et donc, il veut tenter de répondre et de se débattre jusqu'à la dernière minute. Le moment est très grave. C'est le vote du budget de la nation qui est en cause. Une dette incroyable, 3 228 milliards d'euros, un déficit record. Pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est la première fois depuis 1958. Il dramatise un peu la situation, en tout cas il montre une forme d'urgence à ce que ce budget soit voté. Son objectif, c'est de jouer sur l'opinion publique, pas vraiment de parler aux parlementaires, mais de s'adresser aux électeurs pour qu'ils lancent ensuite, par capillarité, un appel à la raison à leurs députés. On se dit, Michel Barnier vient avec des concessions, or ce soir-là il n'est pas prêt à en faire, et encore moins au Rassemblement national. Dès lors, en coulisses, certains ministres considèrent déjà que le sort du gouvernement sera scellé avant les fêtes. Je vais prévoir une dinde de secours à la maison, au cas où je ne sois plus au ministère à Noël. À l'Élysée, le président observe et commente la situation auprès de quelques fidèles. Il y a une petite phrase qui est contestée, une confidence lors de la déclaration commandeur de la Légion d'honneur Elisabeth Borne, on est le 25 novembre. Et Emmanuel Macron lâche, Barnier va être renversé. Démenti de l'Élysée dans les heures qui suivent. Bon, quand même, il savait parfaitement quelle était la difficulté, effectivement, de Marine Le Pen. Donc le président a anticipé. Malgré les promesses et les discours qui ont été faits, les entreprises nationalisées, il y a des licenciements, il y a des fermetures d'entreprises dans les entreprises nationalisées. Michel Barnier a pourtant la réputation d'être un fin négociateur. À 73 ans, il a connu tous les mandats. Ancien élu savoyard,
ministre de l'Environnement et interlocuteur privilégié des Britanniques pour arracher les conditions d'un Brexit favorable à l'Europe. À Matignon, il se présente avant tout comme un serviteur de l'État. Je ne me suis pas roulé par terre pour être Premier ministre d'ailleurs, pour tout vous dire. J'étais prêt, mais je n'étais pas demandeur. Il l'a répété un nombre de fois incalculable. Je ne me suis pas roulé par terre pour être à Matignon. C'est pas une posture, c'est un homme qui a le sens de l'intérêt général, de l'intérêt national. Il est assez raide, il a une forme de rigueur, il a une forme d'orgueil. Et effectivement, il le met en avant pour finalement donner des gages et essayer de convaincre les Français qu'il est l'homme de la situation. Est-ce que je peux vous souhaiter, est-ce que nous pouvons vous souhaiter un joyeux Noël à Matignon? Vous pouvez me souhaiter un joyeux Noël de toute façon. Mais c'est un peu tôt. Voilà, merci beaucoup. Dans sa tête, ceux qui l'ont vu et qui ont discuté avec lui les jours d'avant disent qu'il était presque dans une forme de déni. Lui, il était persuadé qu'il pouvait rester, qu'il pouvait sauver son siège. Pour remporter cette bataille, Michel Barnier décide de consulter tous les partis politiques. Et c'est Marine Le Pen qui franchit en premier la cour de Matignon. Marine Le Pen est reçue à Matignon, entourée de son secrétaire général et de Jean-Philippe Tanguy, qui s'occupe donc des finances pour le Rassemblement national. Et ils sont reçus face à Michel Barnier. C'est la première fois, il faut se rendre compte de ce que ça signifie, que Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national, est reçue à Matignon depuis que Michel Barnier y est installé depuis un peu moins de 3 mois. C'est un message envoyé et il y a cette discussion autour de quelles sont vos lignes rouges, Madame Le Pen, quelles sont vos revendications et sur quoi est-ce qu'on peut bouger. Et à ce moment-là, ce qu'on nous raconte du côté du Rassemblement national, c'est qu'on n'a pas réellement un Premier ministre qui est ouvert au dialogue, mais plutôt qui lit ses notes, qui lit ce qu'il a prévu de dire et donc qui n'est pas réellement dans l'écoute et dans l'échange. D'ailleurs, quand Marine Le Pen sort de ce rendez-vous, elle prend la parole face aux caméras et elle hausse un peu les yeux au ciel en se disant « à quoi bon tout ce cirque ?» Vous pouvez vous reculer, s'il vous plaît, merci. Nous avons évoqué tous les sujets qui sont des sujets d'importance, mais le Premier ministre m'est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions. À ce moment-là, Michel Barnier répète tout le temps, il le dit même plusieurs fois devant Marine Le Pen, ce n'est pas une négociation. Mais en réalité, à partir du moment où il reçoit Marine Le Pen, il entre dans une forme de bras de fer. Un bras de fer qu'il mène aussi dans son propre camp. Michel Barnier ne fait pas l'unanimité, notamment auprès des macronistes. En Macronie, il y a un certain nombre de personnes, plutôt mauvaise langue on peut le dire, qui vont surnommer Michel Barnier Michel le Bref. C'est notamment le cas autour de Gabriel Attal, où on garde en mémoire une séquence assez marquante lors de sa passation de pouvoir. Il avait eu cette phrase, grosso modo, « Merci pour les leçons que vous me donnez ». Et c'est vrai que 8 mois à Matignon, c'est court. On lui renvoie en quelque sorte l'ascenseur en disant que lui n'aura même pas fait 3 mois à Matignon. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me être très, très utile. Malgré les inimitiés, le chef du gouvernement tente de consolider son bloc. Chaque semaine, il y a un petit déjeuner avec ceux de son camp, ceux qu'on appelle le socle commun, Gabriel Attal, Laurent Wauquiez. Les semaines d'avant, Michel Barnier était employé à recoller les morceaux entre Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, les troupes d'Horizon, les troupes de Renaissance, qui étaient en train de se disloquer sur fond d'ambition présidentielle. La grande surprise de Michel Barnier, c'est de découvrir à chaque instant qu'il n'est pas vraiment soutenu, qu'il a en face de lui des agendas personnels, des personnalités, chacun un objectif particulier. L'objectif maintenant, c'est de dire « Attention, il va falloir que vous restiez unis. Pendant les prochaines semaines, il va y avoir des turbulences. » À la menace du Rassemblement national s'ajoute celle d'une motion de censure du nouveau Front populaire, emmenée par la France insoumise. J'ai réaffirmé devant le Premier ministre qu'évidemment, en cas d'utilisation du 49.3, nous déclencherions de la part du nouveau Front populaire une motion de censure. Je pense que Michel Barnier
a entendu depuis le début la gauche dire nous voterons la censure. Nous voterons une motion de censure. Depuis la dissolution, la gauche estime qu'on lui a volé le résultat de ces élections et que c'est la gauche qui aurait dû être à Matignon. Pourtant, Michel Barnier poursuit ses consultations. C'est au tour des socialistes d'être conviés à Matignon. Quel parti socialiste? À qui vous parlez? Est-ce qu'il y a un représentant qui va dire « j'ai 66 députés, je vous apporte 66 voix, et si vous me donnez ceci, cela, ce sera bon ». En fait, je ne crois pas qu'à aucun moment, il y ait eu cette affirmation aussi claire. Et nous n'accepterons jamais le chantage, laissant entendre que finalement la responsabilité de garder ou de faire tomber le gouvernement reposerait sur les épaules du Parti socialiste. Ceux qui espéraient détacher les socialistes des insoumis ont vu leurs illusions un peu se dissiper. Il n'y avait pas effectivement de prise de distance, sauf exception. Donc Michel Barnier s'est dit « j'ai rien à récupérer de ce côté de Alors le chef du gouvernement va céder une première fois à Marine Le Pen. Dans les colonnes du Figaro, il renonce à l'augmentation des taxes sur l'électricité. Cette mesure fait partie des principales revendications du Rassemblement national. Mais le rétropédalage a un coût. Près de 3 milliards d'euros de recettes en moins pour le prochain budget de l'État. Ne lâchez rien. Non, je lâche pas, je suis très déterminé. Le Premier ministre confirme sa décision quelques heures plus tard, devant un parterre de chefs d'entreprise. J'ai décidé de ne pas augmenter les taxes sur l'électricité. J'ai écouté tout le monde sur ce sujet. Il lâche sur la taxe sur l'électricité. C'est une concession que beaucoup demandaient, mais il la concède, sans citer Marine Le Pen en particulier. Pas contente Marine Le Pen, elle veut plus. Le fait que Michel Barnier attende en quelque sorte les 15 derniers jours avant la date fatidique pour entrer en contact et pour en quelque sorte négocier, là encore, ça fait partie des choses qui ont entre guillemets heurté le Rassemblement national. Dans une interview au Monde, Marine Le Pen exige que le Premier ministre renonce à la désindexation des pensions de retraite sur l'inflation et à la baisse du remboursement des médicaments. Marine Le Pen fait une déclaration où elle dit « C'est très bien l'électricité, maintenant nous sommes jeudi, vous avez jusqu'à lundi pour bouger sur nos autres revendications ». Et donc, pendant les heures qui vont suivre, Michel Barnier et le gouvernement vont réfléchir. Est-ce qu'on donne encore plus à Marine Le Pen ? Michel Barnier n'a pas encore conscience qu'il vit son dernier week-end à Matignon. En déplacement dans les Yvelines pour la nouvelle édition du Téléthon, il se montre combatif. Tiens, bon, je fais tout ce que je peux. Ouais. Je suis pas sûr que ça suffise, on verra. Il veut montrer qu'il n'est pas préoccupé par sa situation politique, il ne veut pas donner l'impression d'un grand coup de volant dans sa stratégie. En coulisses, les négociations entre les deux camps se poursuivent. La chef de file du Rassemblement national à l'Assemblée a lancé un ultimatum, mais elle accepte d'accorder une interview à Soisic Kemener dans la Tribune dimanche. Le rendez-vous est fixé à samedi matin à 11h par téléphone pour interroger la patronne du Rassemblement national sur ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de devenir inéluctable, c'est-à-dire une motion de censure pour renverser le Premier ministre. Il y a certaines phrases qui sont surprenantes dans l'interview. La censure n'est pas inéluctable, nous sommes constructifs. Tout en rappelant ses lignes rouges, Marine Le Pen laisse la porte ouverte à Michel Barnier. Si le gouvernement nous donne d'une part quitus sur la désindexation des pensions ou sur le non-déremboursement des médicaments, cela ne me poserait aucun problème. Elle propose cette concession soit sur les retraites, soit sur le remboursement. Il y a le « ou ». Et lui, il se cale sur le « ou », il lui propose une concession sur deux. En réalité, c'est un prétexte pour Marine Le Pen, qui change d'avis sans scrupule, sachant qu'elle tient Michel Barnier dans sa main. Et elle, en fait, elle hésite peut-être encore un peu à ce moment-là, mais elle a une grosse détermination qui penche vers la censure. C'est une manière pour elle aussi de construire la suite. C'est une bataille de récits, ce qui est en train de se jouer. On voit bien, on va en parler pendant des semaines de cette censure. C'est un moment très important dans la vie politique française. Donc l'idée, c'est de dire, je l'ai fait, je n'ai pas eu le choix parce que Matignon a refusé de négocier.
Marine Le Pen sait déjà que le gouvernement n'a pas l'intention de lâcher du lest. Au même moment dans la presse, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, se montre inflexible. Le compromis n'est pas le chantage. Il ne peut y avoir d'ultimatum. Quand il y a ce télescopage d'interview, Matignon va en quelque sorte rétro-pédaler, contredire son ministre du Budget en disant que non, la porte de Matignon pour les discussions est toujours ouverte. À ce moment-là, on demande à Marine Le Pen de savoir où elle en est dans son cheminement de pensée. Si la censure, elle la votera si son choix est fait. Elle répond oui, sauf retournement spectaculaire. Ce qui veut quand même bien dire qu'à ce moment-là, elle a fait le deuil d'une forme d'accord et de compromis. Les jours de Michel Barnier à Matignon sont désormais comptés. Lundi matin. Quelques heures avant le début de l'examen du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale, Michel Barnier réunit les membres de son gouvernement pour définir une stratégie. Il prend son téléphone, après une réunion avec certains de ses ministres, et il appelle Marine Le Pen et lui dit « Je vais accéder à une de vos revendications, je vais renoncer à dérembourser certains médicaments, et mieux encore, je vais faire un communiqué de presse de Matignon avec votre nom écrit dessus pour vous en attribuer la victoire. » L'annonce de cette nouvelle concession faite au Rassemblement national est publiée à la mi-journée. De nombreuses demandes ont été exprimées sur ce sujet. Madame Marine Le Pen, au nom du Rassemblement national, l'a rappelé au Premier ministre ce matin encore lors d'un échange téléphonique. Il la mentionne directement dans son communiqué. Donc à ce moment-là, les journalistes politiques se disent « Michel Barnier sauve sa tête ». Mais Marine Le Pen n'est pas encore satisfaite. À 13h45, Michel Barnier reçoit les chefs à plumes de ce qu'il appelle son socle commun, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal. Ils sont tous autour de la table. Tout le monde dit il faut pas céder, parce que bon, Gabriel Attal pense à son aile gauche, Laurent Wauquiez se dit alors ça va être la chef de tout, moi j'ai plus d'espace sur le même terrain. Hein. Chacun regarde son petit intérêt et se dit il faut pas lâcher, et puis il faut pas donner l'image d'une négociation, on a suffisamment cédé, quoi. Il y a le téléphone de Michel Barnier qui se met à vibrer. Il montre le téléphone aux participants. Appel entrant, Marine Le Pen. Il s'isole pour décrocher. Marine Le Pen lui dit « Je rajoute une nouvelle condition. Vous accédez à ma revendication sur le fait d'indexer complètement les retraites sur l'inflation ou je vote la censure. » Il a l'impression, Michel Barnier, de s'être mis à genoux devant Marine Le Pen. Or, il a Marine Le Pen au téléphone qui lui dit « ça ne suffira pas ». Michel Barnier revient autour de la table, complètement fataliste, en disant « Je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là ». 15h30, Michel Barnier se rend à l'Assemblée nationale. Alors que son Premier ministre met en jeu la survie du gouvernement en ayant recours au 49.3, Emmanuel Macron arrive en Arabie Saoudite. En visite d'État, le président est rappelé à l'ordre par la crise politique. À la veille du vote des motions de censure, il finit par sortir de sa réserve et fait une déclaration à la presse, hors caméra. Au moment où nous nous parlons, je ne peux pas croire que nous allions à la censure. En coulisses, le chef de l'État consulte déjà pour trouver le remplaçant de Michel Barnier. Le soir même, le Premier ministre s'invite dans les journaux télévisés. Cette dernière interview a lieu dans son bureau. Michel Barnier en appelle à un sursaut de responsabilité. Il y a un intérêt supérieur. Moi, je pense que l'intérêt supérieur du pays, le bien commun, l'intérêt national, ça veut dire quelque chose. C'est un exercice qu'on n'avait jamais vu auparavant. Un Premier ministre sur le point d'être limogé par une motion de censure, qui vient prendre l'opinion à témoin, qui vient dire aux Français « j'aurais tout essayé ». Mercredi 4 décembre. C'est l'effervescence dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il existe une toute petite chance pour que le RN ne vote pas la motion de censure? À peu près la même que gagner à l'euro million, tentez le coup. Dans leurs bureaux respectifs, Marine Le Pen et Éric Coquerel rédigent leurs discours, ceux qu'ils prononceront avant le vote des 2 motions de censure déposées par leur parti. Le texte du nouveau Front populaire sera décisif, car il sera présenté le premier.
Le Rassemblement national a fait savoir qu'il le voterait. Elle veut rappeler sa force réelle à tous les acteurs politiques, judiciaires, à ses électeurs et aux autres citoyens français. Elle risque gros aussi, Marine Le Pen, puisqu'elle peut abîmer son costume de femme d'État. L'idée, c'est évidemment le second tour de la présidentielle. Qu'est-ce qui va rester dans l'imaginaire politique collectif de la séquence folle qu'on vient de vivre? Preuve de la gravité du moment, Jean-Luc Mélenchon s'invite dans l'hémicycle. Comme au spectacle. Peu avant 17h, Michel Barnier arrive à l'Assemblée nationale. La séance débute et tourne au règlement de compte. À aucun moment, vous n'êtes entré en dialogue avec l'opposition de la gauche et des écologistes. Pire, vous avez finalement tenté des compromis, mais avec l'extrême droite. Puis c'est au tour de Marine Le Pen. Les petits pas qu'il a timidement et très tardivement tentés ne peuvent s'appeler des concessions, ce sont des miettes. Marine Le Pen, à ce moment-là, sait qu'elle va faire tomber, avec les voix du Nouveau Front Populaire, le gouvernement de Michel Barnier. Et elle, d'une certaine manière, elle dit tout ce que, peut-être, elle lui a déjà dit en face, mais elle le répète au vu et au su de tout le monde. 19h, Michel Barnier s'avance, longuement applaudi par ses soutiens. Puis il prend la parole et lance un dernier avertissement. Je vais présenter quasiment que des mesures difficiles dans ce budget. J'aurais préféré distribuer de l'argent, même si nous ne l'avons pas, pour faciliter les choses et les discussions. Cette réalité, elle reste là. Et écoutez-moi bien, elle ne disparaîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure. On a le sentiment que c'est un peu testamentaire, que c'est un peu une forme de revoir sur les grands principes, sur la phrase de Mendès France, il faut penser à l'avenir et préparer l'avenir, etc. Et on voit bien qu'il sait que c'est fini et que ça va finir bientôt. Le sort de Michel Barnier est entre les mains des députés. Moins d'une heure plus tard, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, vient annoncer les résultats. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Évidemment, ça ouvre la page d'une instabilité chronique, car cette première censure est sans doute la porte ouverte à d'autres qui vont suivre. C'est l'aventure. La France entre dans une aventure politique qu'elle n'a jamais connue. Le suivant, celui vers qui tous les regards se tournent, c'est évidemment Emmanuel Macron. Les Français ne lui pardonnent pas la dissolution. Donc il sait que très vite, on va lui poser la question « Comment vous nous sortez de ce blocage, Monsieur le Président ?» Au fond, Emmanuel Macron a donné un bon ou un mauvais exemple. Je n'ai rien, pas de parti, je n'ai pas d'expérience et je suis élu président de la République au premier coup. Tout est possible pour tout le monde et je pense qu'est venu effectivement le temps des ambitieux. Mais je ne suis pas sûre que les ambitieux finalement triomphent ou en tout cas rassurent les Français.